pour la Nation, nous sommes en direct. Merci beaucoup à Hervé, Koulefouka, Belgodor, il y a Joe. Merci à vous tous qui suivez chaque jour, très tôt matin, vers 11 heures, cette émission. Vous vous empêchez de travailler parfois pour nous suivre et la rediffusion. Également à toute la diaspora congolaise de partout. Nous sommes ensemble et nous sommes des cœurs avec les compatriotes qui sont au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous allons échanger politique comme toujours dans cette émission. Et cette fois-ci, ça sera également très spécial comme l'autre fois. Je pense que c'était hier ou avant-hier. Je reçois pour vous Maître Magali Dossi, coordonnatrice nationale de la DCU, partie Ligue des femmes, coordonnatrice nationale de la Ligue des femmes de la DCU, partie chère à Vidi Chimanga, le président Vidi Chimanga. Alors avec lui, avec elle plutôt, nous allons échanger sur l'actualité politique. Comme je disais, nous allons parler de ce qui s'est passé hier au niveau du Parlement, les palais du peuple, où le président s'était entretenu avec les mamans. Nous allons revenir sur le processus électoral, mais également la situation sécuritaire à l'Est. Le numéro est là, plus 243 82 41 59 117. Nous allons prendre toute l'actualité, également les volets sociaux, parce qu'on en parle de plus en plus, et également les secteurs des transports qui causent énormément de difficultés ces derniers temps chez les Quinois, parce qu'il y a maintenant inflation et les prix sont vraiment en pompe. Nous allons parler de tout ça, question des refaire l'actualité de notre manière. Maître Magali, en forme, joyeux 8 mars. Hein. Merci, Monsieur Gramik, merci pour l'invitation. Alors, vous êtes la coordonnatrice nationale de la Ligue des femmes au niveau des DCU. Et quelle était l'activité principale que vous aviez organisée spécialement pour le 8 mars Généralement, nous, à la DCU, nous n'organisons pas une activité spéciale le 8 mars. Pourquoi? J'ai ma vision, comme je suis la coordonnatrice nationale de la Ligue des femmes. Nous organisons des descentes au niveau de nos bases tout le mois de mars plutôt. Nous organisons des descentes dans différentes ligues des femmes fédérales. Nous avons dans les 24 communes, nous avons 24 fédérations et nous allons passer un moment d'échange et de réflexion avec les fédérations et nous en profitons pour sensibiliser les femmes, leur rappeler que nous devons continuer à lutter pour la promotion et l'autonomisation de la femme. Et c'est à la fin du mois de mars qu'on fait une journée ou une cérémonie de clôture du mois de mars. On peut organiser un séminaire dans lequel on aborde le thème national et on parle encore avec les femmes, on sensibilise encore les femmes et on fait un résumé de tout ce qui a été le mois de mars. Alors, qu'est-ce que vous, particulièrement, étant que leader d'opinion exactement, vous pourriez dire à toutes les femmes qui nous suivent et qui pensent que non, elles doivent rester comme telles, il n'y a pas trop de chances de la part d'hommes dans cette société qui est pratiquement dominée et par les masculins. Qu'est-ce que vous pourriez dire à toutes ces dames qui ont également des rêves, qui estiment devenir un jour une grande personnalité dans ces pays, mais elles rencontrent des difficultés, des problèmes, des barrières, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Avant tout, j'aimerais d'abord partager ma compassion et exprimer ma solidarité à l'égard de toutes ces femmes, ces sœurs, ces filles, ces mamans qui se trouvent dans des conditions très déplorables à cause de cette guerre injuste. À travers votre micro, je exprime ma compassion et ma solidarité envers eux. On a une pensée pieuse à leur égard. Et je profite aussi pour souhaiter une bonne journée, un bon mois, parce qu'on est déjà le 9 mars, un bon mois de célébration de la journée internationale de la femme. Et donc par rapport aux femmes qui peut-être se disent qu'il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de voie, j'aimerais leur dire qu'aujourd'hui les choses vont mieux. C'est vrai qu'il y a plusieurs années, ici en RDC, on a commencé à voir les lignes bouger. Aujourd'hui, les lignes ont encore beaucoup bougé. Je parle plus en termes dans le secteur politique où nous avons pour une première fois un gouvernement avec 27% de femmes. Nous avions eu dans les jours passés des gouvernements avec un faible pourcentage de femmes. Nous comprenons qu'aujourd'hui nous avons un président qui
lutte pour la promotion de la femme, qui lutte pour l'autonomisation de la femme. Et donc, c'est un couloir qui nous est ouvert pour pouvoir avancer, pouvoir rayonner. Donc, j'invite ces femmes qui ont peut-être peur de stéréotypes, qui ont peut-être peur de pouvoir avancer parce qu'il y a il y a beaucoup de contraintes. Comme vous l'avez dit, la société, les postes décisionnels sont dominés par les hommes et les hommes, généralement, manipulent les femmes. Ils conditionnent, ils monnaient l'accès à certains postes alors que ces postes reviennent de droit à ces femmes à cause de leurs compétences, mais ils ne priorisent pas la méritocratie, ils priorisent autre chose. Et donc, c'est notre combat, déjà de conscientiser, de sensibiliser les femmes, de savoir que vous devez d'abord savoir que vous êtes compétente, vous devez vous appuyer sur vos compétences, sur vos capacités, sur vos connaissances, et ne pas vous laisser manipuler, vous laisser faire par qui que ce soit, parce que la personne a un poste décisionnel et il veut absolument monnayer ou vous faire pression pour que vous puissiez céder à son chantage pour pouvoir accéder au poste. Et donc aujourd'hui, les choses sont en train de changer. De plus en plus, nous avons des hommes genrés. Les hommes genrés sont ceux qui croient en la femme, sont ceux qui accompagnent même la femme dans sa lutte. Et le premier homme genré que nous avons, qui est champion de la masculinité positive, c'est le chef de l'État, qui a su démontrer à juste titre à travers ses actions en faveur de la femme. C'est ainsi que ses homologues lui ont donné ce titre de champion de la masculinité positive. Et donc, que les femmes ne se laissent pas faire, qu'elles se réveillent. Unissons-nous, soyons fortes, soyons solidaires, et je pense que nous allons changer beaucoup de choses dans les jours à venir. Et donc, dans peu de temps, si je peux continuer dans le même élan, dans peu de temps, nous allons passer par les élections. Ça sera aussi l'occasion de pouvoir soutenir d'autres femmes pour pouvoir encore bouger les lignes. Si nous pouvons, mon vœu et mon souhait, c'est que nous puissions avoir une Assemblée nationale paritaire, avec 50% des femmes, 50% d'hommes. Pourquoi pas plus de 50% des femmes? Parce que les femmes sont majoritaires en RDC, et donc ce sont les femmes qui portent au fait les représentants à différents niveaux parlementaires. Et donc, c'est aussi un rappel que je lance, que je fais aux femmes qui nous suivent, de pouvoir cette fois-ci s'unir autour des autres femmes afin que les lignes bougent alors sérieusement. Alors, merci beaucoup. Nous prenons cet élément, Hervé, où le président s'est entretenu avec les mamans. C'était hier, à l'initiative du ministre, de la ministre, si je peux dire comme ça, des genres et familles. On parlerait en tout cas de plus de 5000 femmes qui étaient présentes. On suit cet extrait normalement des vidéos, cette petite vidéo qui a suscité un peu une certaine polémique, qui a suscité un tollé au niveau des réseaux sociaux. On suit l'extrait et puis nous reviendrons pour essayer de commenter. Merci beaucoup. C'était là les mamans face au président de la République. Mais quand vous voyez ce courage de la part des mamans, jadis on se disait que les femmes ne s'exprimaient pas. Des femmes avaient peut-être horreur, en tout cas, d'hausser la voix, d'exprimer ce qu'elles pensaient. Quand vous voyez des femmes comme ça s'exprimer devant le président de la République, ça vous dit quoi, vous étant que femme? On a évolué, les femmes comprennent de plus en plus, les femmes prennent désormais des responsabilités, ou bien il y a une certaine manipulation des politiques. Comment est-ce que vous faites la lecture? C'est là pour la suffisance que la femme aujourd'hui s'est réveillée. Et donc le combat de plusieurs organisations de femmes, de groupes de pression est en train de porter les fruits. La femme s'est retrouvée face à son président, face à son père, parce que le président, c'est le père de la nation. Et donc, c'était une occasion aussi pour elle d'exprimer
aussi ses attentes, son souhait, parce que nous savons que la mère est la première victime, hein, parce que quand nous parlons du panier de la ménagère, nous voyons directement la femme. Et donc ce n'est que normal qu'à cette occasion, elles ont eu l'occasion de pouvoir exprimer leurs attentes, leurs besoins auprès du président qui est, comme je dis, un père qui a entendu, écouté les cris de ces femmes. Ah, d'accord. Alors, on évolue tout au long. Là, c'était juste pour avoir votre impression sur ce comportement des femmes. C'est vrai que nous n'allons pas polémiquer là-dessus parce que pour moi, je pense que c'est normal. Tout Congolais a également son droit de s'exprimer comme il veut. Alors là, le président dit ceci face aux femmes. Je vous lis cet extrait. Les jeunes filles et les femmes ont trop souvent été reléguées à un rôle secondaire au sein des familles qui se traduit notamment par la réduction, voire l'annihilation de toutes les perspectives et d'émancipation leur offertes. Pourtant, au nom des principes archaïques et rétrogrades qui ont malheureusement consacré et circonscrit au seul champ de l'homme les activités extérieures les plus nobles ou les plus libératrices. Là, les présidents disent ceci, les jeunes filles et les femmes ont trop souvent été reléguées. Est-ce que les femmes sont reléguées, elles sont victimes, ou bien les femmes elles-mêmes ne sont pas actives? C'est ça également la question. Elles sont victimes ou bien elles ne sont pas actives? Alors je dirais qu'elles sont à la fois victimes et des fois elles sont aussi elles sont victimes. Elles sont victimes des fois de leur manque de connaissances de leurs droits. Elles sont aussi victimes des fois du bourreau qui se trouve en face d'eux ou d'une solidarité masculine, si je peux appeler ça comme ça, qui empêche les femmes à pouvoir avancer, à pouvoir émerger. La femme a toujours, depuis des années, et c'est même pour cela qu'il y a cette lutte de la promotion de la femme, parce que la femme a souvent été reléguée au second plan, et ce dans tous les domaines. Souvent, vous entendez les hommes dire « Ah, aux hommes en moi si ». C'est comme si le fait d'être une femme, ça vous rend un sous-homme, ça vous rend incapable de faire certaines choses, alors que l'histoire a démontré clairement que la femme peut faire les mêmes choses que l'homme professionnellement. Les femmes aujourd'hui font de plus en plus, même les travaux qui étaient pendant longtemps réservés aux hommes. Nous avons aujourd'hui des femmes qui font la mécanique, nous avons des femmes mécaniciens, nous avons des femmes qui sont chauffeurs, ingénieurs, nous avons des femmes qui sont pilotes. De plus en plus, il y a des barrières qui sont en train de se casser. On voit que la femme peut faire, en tout cas pratiquement tout ce que l'homme peut faire. Et donc aujourd'hui, c'est comme ça qu'il y a plusieurs personnes qui croient en la femme, qui aident la femme à pouvoir quitter cette place-là de second plan et de pouvoir être à la première place aux côtés de l'homme. Parce que la femme n'a pas été créée pour être derrière l'homme. La femme a été créée pour être aux côtés de l'homme. C'est comme ça même qu'elle a été tirée de la côte de l'homme. Parce que les côtes ne sont pas derrière, les côtes sont à côté. Donc la femme doit être aux côtés de l'homme, travailler avec l'homme pour pouvoir aussi participer au développement de ce pays. Et donc moi, je crois, je partage le point de vue du président de la République qu'il est vraiment temps que la femme elle-même aussi s'implique, parce que nous n'allons pas attendre que les autres puissent faire pour nous ce que nous pouvons faire. Il y a des femmes qui ont compris et elles luttent pour aider les autres femmes à être conscientes, parce que tout commence par la conscientisation. Dès que tu es consciente que je suis victime d'injustice, tu te lèves pour commencer à réclamer tes droits, à revendiquer tes droits, te battre pour recevoir ce qui te revient de droit. Mais si tu n'es pas consciente, tu vas te contenter d'une position qui n'est pas pour toi, d'une position injuste. Ah d'accord. Alors, si on parle, je vous ai très bien suivi, mais nous sommes avec le président de la République qui instaure pratiquement la gratuité de l'enseignement. Est-ce qu'on doit toujours accuser les hommes? Il y a la gratuité de l'enseignement pour tout le monde. En tout cas, la gratuité est inclusive. En tout cas, ce n'est pas exclusif. Alors, comment est-ce que vous pourriez s'exprimer là-dessus? Parce qu'il y a déjà la gratuité, c'est-à-dire que la femme a également tout son droit d'aller à l'école et étudier. Mais quand on sent que des gens continuent toujours avec ces discours, apparemment, les gens, ils assistent à une chose qui est réelle, mais ils ne comprennent pas que la femme doit également faire un pas. Vous savez, pendant longtemps, dans certaines familles modestes qui n'avaient pas suffisamment de moyens, ils devaient choisir qui envoyait à l'école. Exactement. Et souvent, actuellement, avec
Ils La préféraient, gratuité, en tout cas. oui, ils préféraient envoyer leur garçon à l'école. Exactement. Ils se disaient, non, la fille, elle va se marier. C'était comme si la vie de la fille, de la femme, se résumait au mariage et non pas à un épanouissement professionnel, alors que les deux ne sont pas incompatibles. Mais aujourd'hui, grâce à la gratuité, les parents n'ont plus ce problème parce qu'ils ont la possibilité d'envoyer et leur fille et leur garçon à l'école. Et donc, la gratuité vient en aide à ces parents qui avaient des difficultés à financer la scolarité de leurs enfants. Et donc, nous espérons que demain, il y aura encore plus de femmes parce que déjà, malgré que dans le passé, il y avait certains parents qui avaient des difficultés, comme j'ai dit, à financer leurs enfants et donc ils choisissaient. Mais si nous nous rappelons bien, dans les écoles, là où nous avons étudié, il y avait toujours un nombre supérieur des femmes. Et donc, il y a plus de femmes qui sont instruites, qui ont fini le cursus scolaire, le cursus académique, que les hommes. Mais maintenant, ce qui est contradictoire, Ouais. c'est qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que lorsqu'il s'agit de briller maintenant dans le domaine professionnel, la femme ne brille pas. C'est à l'homme qu'on donne des postes décisionnels et la femme, comme vous venez de le dire, est reléguée au second plan. Ouais. Mais maintenant, les choses sont en train de changer petit à petit. Certains hommes sont en train de comprendre parce que cette sensibilisation ne se passe pas seulement au niveau de la femme, mais également au niveau de l'homme, qui est au fait un partenaire privilégié de la lutte pour la promotion de la femme. Ah, merci beaucoup. Alors, les présidents de la République, lors de ces assises qui étaient déroulées ici sur la masculinité positive, les présidents avaient proposé qu'on puisse créer un fonds pour les droits de la femme. À quoi serviraient également ces fonds? C'est vrai que c'est pour essayer de promouvoir les droits de la femme, mais vous pensez on doit plus privilégier, concevoir une société où la femme serait considérée comme spéciale, ou soit on doit rester, nous tous, sur le même pied d'égalité? Parce que quand on conçoit un fonds spécial pour promouvoir les droits de la femme, je me dis que là, c'est plus en tout cas affaiblir encore la femme. Au lieu que la femme se batte, là, vous créez un fonds pour elle. Je pense que ça pourrait essayer un peu d'affaiblir la femme. Que pensez-vous, personnellement? Ce n'est pas pour affaiblir la femme, mais c'est prioritairement et avant tout pour lutter contre les violences faites à la femme. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la femme est victime de plusieurs violences. Elle est victime de violences conjugales, de violences dans la société. Elle est victime de plusieurs violences qui empêchent au fait la femme de se promouvoir et de s'épanouir. Et donc ce fonds est également pour accompagner la femme afin de protéger la femme contre certaines injustices qu'elle subit, certaines violences qu'elle subit. Ce n'est pas pour affaiblir la femme, mais c'est pour aider la femme vraiment à pouvoir s'épanouir, à pouvoir se promouvoir, à pouvoir s'autonomiser. Parce que, comme je disais, il y a d'abord un travail de sensibilisation. Et ce travail de sensibilisation demande des moyens. Pour sensibiliser un grand nombre de femmes, il faut avoir des moyens. Il faut avoir des femmes qui sont sensibilisées, elles, donc qui sont formées, qui comprennent les enjeux et qui, elles, à leur tour, vont aller sensibiliser d'autres personnes. Donc, on doit structurer cela pour qu'on puisse atteindre le plus grand nombre de femmes. Et donc, je ne vois pas en quoi la création d'un fonds va affaiblir ou amoindrir encore la femme. Non, c'est pas, bien au contraire, pour aider cette femme qui est ignorante. Parce que si vous suivez, des fois on a certaines vidéos qu'on suit, certaines personnes même, que ce soit hommes ou femmes, j'aimerais plus parler des femmes qui ne comprennent pas cette lutte de la promotion de la femme. Certaines femmes ont l'impression que en faisant la lutte que nous sommes en train de faire, c'est anti-biblique. En tout cas, pour celles qui sont chrétiennes, elles vous disent, non, la femme doit être soumise, la femme doit être à la maison, la femme doit être en dessous de l'homme. Mais ces femmes ne comprennent pas qu'on ne parle pas de la promotion de la femme dans le cadre d'un foyer, dans le cadre du mariage. On en parle dans la société, dans le plan professionnel. Mais le mariage fait partie également de la société, non? Oui, le mariage, nous qui sommes chrétiens, nous connaissons les règles qui doivent être appliquées dans le mariage. Dans le mariage, la Bible dit à la femme d'être soumise à l'homme. Là, on ne va pas aller prôner la promotion de la femme dans le mariage, demander l'égalité dans le mariage. Non, ça, ce n'est pas le combat de la femme en général et de ceux qui croient aux compétences de la femme. On parle de certaines injustices que la femme subit dans la société en dehors du mariage, dans le milieu professionnel, dans le milieu politique. Vous savez que lorsque le président a voulu
faire sortir le gouvernement Sama. Le président a voulu atteindre 30% de représentants des femmes dans le gouvernement. Mais le président a peiné pour atteindre ne serait-ce que 27%. Le gouvernement a pris du temps pour sortir. Vous pensez que dans les partis politiques, ces partis politiques ne regorgent pas suffisamment de femmes compétentes? Non. Il y a des femmes compétentes, mais les présidents de ces partis sont pour la majorité des hommes. Les CG de ces partis sont pour la majorité des hommes, contrairement à nous. Nous avons, même nous à la DCE, nous avons un président qui est un homme genré, qui croit à la femme. Nous sommes parmi les rares partis qui a eu à avoir un secrétaire général femme, où la femme a sa place, où la femme peut s'exprimer. Non, pas Odia, c'est Madame Anita Tamba. Odia n'a jamais été secrétaire générale. Et donc, elle occupait le poste que j'occupe maintenant avant. Et donc, vous voyez, donc c'est pour dire que il faudrait vraiment faire des efforts pour que la femme comprenne que la lutte de la promotion de la femme et de l'autonomisation de la femme, c'est pour la protéger des injustices qu'elle subit dans le milieu professionnel, dans le milieu politique, dans tout autre milieu. Et non, nous ne touchons pas au niveau du foyer, au niveau du mariage, non. Il faudra maintenant amener les hommes et les femmes à comprendre cela pour pouvoir s'inscrire aussi dans cette logique et pour pouvoir comprendre qu'elles ont intérêt à participer et non pas à être contre ce courant, le courant qui emmène la femme à son autonomisation et à la promotion de la femme. C'est vrai que les speeches du président étaient un peu longs. Là, le président dit ceci, je formule les vœux, là c'était hier, de voir la femme de la RDC vivre dans un monde exempt de violences sexuelles, un monde où le numérique sera à la portée de toutes. Et j'entretiens l'espoir de voir un Congo qui assure pleinement l'égalité des sexes en matière d'innovation, d'accès aux nouvelles technologies et d'éducation. Alors, la question que j'aimerais vous poser, je prends deux exemples. Est-ce que tout ce que le président est en train de dire ne se limite pas seulement au discours? On prend les cas Salamabi, là, où des femmes étaient violentées, tabassées par des milices, et ainsi de suite. Et jusqu'à présent, il n'y a aucune suite. En tout cas, jusqu'à présent, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé après. Je prends un deuxième exemple. Une femme ici, à Kinshasa, si c'est un magistrat, il monte dessus, il sera avec son pied, pratiquement très près pour asphyxier même la femme, tuer même la femme. Et jusqu'à présent, c'est vrai qu'on aurait appris, les monsieur seraient aux arrêts, mais en tout cas, on ne sait plus la suite. Et nous constatons, nous tous, des violations, des violences qui se passent, même au niveau du travail, les violences sexuelles, ainsi de suite, avec tout ça. On ne sent pas sur terrain l'application de ce que les politiques disent. Et même ce que le président dit, c'est vrai que vous dites ici que non, il a placé un bon nombre de femmes dans les postes clés, au niveau des postes clés, mais on ne sent pas dans des cas concrets comme ça l'implication des politiques. Nous prenons les deux cas, Salamabi là, et puis avec la femme là, qui a subi des tortures de la part de ses magistrats. Mais vous savez, pour que les institutions puissent s'impliquer pour aider la femme, il faudrait qu'il y ait des dénonciations aussi. S'il y a des dénonciations... Il y en a eu ces dénonciations. Ça, c'est mon introduction. Je vais arriver à ces cas. Parce que vous avez parlé des cas qui sont pris en charge par la justice. Et dès lors qu'il y a eu des infractions, parce que cette femme qui a été écrasée, on a vu, on a été choqués. C'est tout Kinshasa, je pense le monde a été choqué de voir comment ce magistrat, qui est quelqu'un qui connaît la loi, qui est quelqu'un qui doit, au fait, protéger les citoyens de notre pays, c'est lui qui se retrouve à devenir un bourreau et à agresser cette femme. Et là, le magistrat avait été appréhendé. Nous avons tous vu qu'il est entre les mains de la justice et nous espérons que la justice va faire son travail. Et les politiques mettent sur place des mesures pour que certaines violences puissent être dénoncées et être sanctionnées. Et la sanction passe par la justice. Ce n'est pas au président ou aux autres politiques de pouvoir sanctionner les abus que la femme subit, les violences que la femme subit. Il y a un cadre qui est la justice qui doit sanctionner donc les coupables qui violentent les femmes. C'est ainsi que j'étais en train même de dire que ce fonds va venir encore en appui à la femme. Ça va permettre, vous savez, qu'il y a d'autres femmes qui vivent de violences, mais qu'elles ont peur d'exprimer, elles ont peur de dénoncer parce qu'elles se disent, je vais aller
dénoncer cela, ça sera peut-être auprès d'un autre homme qui sera solidaire avec l'homme qui m'a violenté. Je vais aller dénoncer alors que c'est un homme puissant. C'est un homme, je ne sais pas, un magistrat qui m'a fait ça, un politique qui m'a fait ça, quelqu'un de puissant, un militaire, un policier qui m'a fait ça, un haut gradé. Où est-ce que j'irai dénoncer? Je risque d'aller dénoncer et la situation risque de se retourner contre moi. Voilà pourquoi ce fonds est important, parce que ça permettra d'accompagner la femme, d'assurer sa protection, de la mettre en confiance afin qu'elle ne se laisse pas faire pour ce genre de choses. Parce que si les femmes voient que d'autres femmes qui ont été victimes de violences ont eu gain des causes, ont été réparées et que les coupables ont été sanctionnés, ça va pousser d'autres personnes à commencer à délier les langues. Et donc, je ne dirais pas que les politiques ne font rien et que ça s'arrête juste au niveau de discours, de théorie, non. Mais il y a aussi des mesures d'accompagnement pour que la femme, les violences faites aux femmes soient réellement et effectivement sanctionnées. Alors, là, on prend également quelques plaidoyers des femmes. Les femmes au président de la République, les femmes suggèrent à ce qu'il y ait 200 femmes à l'Assemblée nationale, 50 au Sénat, et plus les femmes au gouvernement. Là, c'est les plaidoyers des femmes politiques devant Félix Tshisekedi. Vous pensez que ça changerait quoi? Est-ce que ces pays a besoin de ça, ou bien c'est... En fait, on fait du coq à l'âne, en fait. Est-ce les problèmes de la RDC, c'est parce qu'il n'y a pas assez de femmes, ou bien les femmes ont juste besoin seulement qu'elles figurent dans des postes? Je pense qu'un autre problème de la RDC, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de femmes dans les postes décisionnels. Les femmes vont faire quoi? Les femmes vont faire quoi? Vous voyez vous voyez les discours d'un homme qui n'est pas un homme genré, un homme qui ne croit pas aux compétences. Les femmes ont une autre vision, une autre façon de gérer. La femme est différente de l'homme. Vous voyez, il y a certains abus, certains dégâts que l'homme fait. La femme a peur, la femme a honte de la sanction de la société. Mais les détournements, vous avez déjà vu une femme gérer? La majorité des femmes qui ont géré, il y a peut-être un pourcentage faible qui ont peut-être... Il y a un rapport ici de l'IGF qui accable une dame là et qui est au gouvernement. C'est ce que je suis en train de dire, c'est des choses qui sont rarissimes. Si on prend dans la globalité, dans la généralité, il y a peu de femmes qui se retrouvent mêlées dans des histoires sales de corruption, de détournement. Il y en a peu. Parce que la femme a d'abord peur de la sanction de la société, du regard de la société, de qu'est-ce que mes enfants diront, qu'est-ce que mon mari dira, qu'est-ce que ma belle famille dira. Et puis la femme a ce cœur-là de mère, a ce cœur-là de sacrifice. Et donc, la femme, lorsqu'elle gère en étant consciente qu'elle doit gérer parce qu'elle doit laisser un héritage à ses enfants, à sa progéniture. Ce qui n'est pas le cas. Je ne dirais pas que les hommes ne réfléchissent pas comme ça. Mais la majorité des femmes réfléchissent comme ça contre une minorité d'hommes qui ne réfléchissent pas comme ça. Parce que si nous avions des hommes qui réfléchissaient comme ça, on n'aurait pas les dégâts que nous rencontrons souvent. On n'aurait pas à entendre qu'il y a eu des tournements, qu'il y a eu ceci, qu'il y a eu cela. Et donc, je pense qu'il est temps de donner à la femme aussi sa place. Cette place, elle est méritée. On n'est pas en train de si supplier... on met la femme, il y aura moins de détournements. C'est ça les messages. Il y aura une autre façon de gérer. Il y aura une autre façon de faire les choses. Oui. Parce que si vous regardez même les entreprises qui sont gérées par la femme et par l'homme, c'est une gestion différente. D'abord, la femme, c'est elle qui éduque. La femme, c'est elle qui donne la vie. La femme a ce souci-là de sa progéniture plus que l'homme. On peut tout dire, mais la femme a un grand souci pour ses enfants, pour sa progéniture. Et donc, la femme a un grand souci pour son pays. Nous voyons souvent comment les femmes pleurent. Comment les femmes font des fois des lobbies, des groupes de pression pour soutenir, que ce soit les militaires, pour dénoncer certaines choses. La dénonciation des femmes et des hommes ne sont pas pareils. Et donc moi, je pense que ça sera peut-être difficile par rapport aux deux premières demandes, de demander qu'il y ait 200 femmes à l'Assemblée, 250 femmes au Sénat. Ce n'est pas au président de le faire, c'est aux femmes. Ça revient encore aux femmes. Voilà pourquoi j'ai dit que les femmes, si nous voulons vraiment qu'il y ait plus de femmes à l'Assemblée, pour voir aussi ce que ça va donner, pour voir le changement que ça va donner, parce qu'on se dit que les lois qui sont votées au Parlement ne prennent pas suffisamment en compte la condition de la femme et de la jeune fille. Il est temps aussi que ça change. Si les femmes doivent être majoritaires ou égales en nombre à l'Assemblée nationale, ça revient à la population
de voter pour les femmes pour que la tendance soit renversée. Mais par contre, pour 50% au gouvernement, ça le président peut le faire. Et moi, je me joins à la voix de ces femmes pour dire qu'il est temps aussi qu'au gouvernement, qu'on ait un gouvernement avec 50% des femmes et 50% d'hommes pour voir ce que ça va donner. Et parce que moi, je suis convaincue que la gestion sera différente, la gestion sera meilleure et les résultats seront meilleurs. On finit avec les 8 mars, la dernière question sur ça. Les femmes hier ont plaidé également pour les femmes rurales. La question que j'aimerais vous poser, pourquoi les combats des femmes ici, particulièrement précisément en RDC, on pense les déplacer seulement pour des femmes bureaucrates, c'est-à-dire que le combat de la femme doit être placée dans des postes décisionnels, ainsi de suite. Mais il y a également les femmes rurales. Pourquoi vous n'envoyez pas des femmes, ou soit vous ne dites pas que les femmes doivent également être nombreuses dans les champs, dans l'agriculture, ainsi de suite. Vous pensez que la femme doit plus être dans les bureaux? Non, là, je pense qu'il faut recadrer peut-être les choses parce que le combat de ces femmes qui demandent au président d'avoir autant de représentativité, ce sont les femmes politiques qui font, c'est un combat des femmes politiques qui touchent la politique parce qu'elles savent aussi que si elles ont des postes décisionnels, elles peuvent aider les femmes de différentes couches. Mais les combats des ONG qui luttent pour la promotion de la femme, de groupes de pression qui luttent pour la promotion de la femme, touchent à toutes les catégories des femmes. On prend en considération aussi la femme maraîchère. Voilà pourquoi je dis qu'on est à l'étape de sensibilisation. Il faut que cette femme maraîchère, qui, elle, est parmi ceux qui font tourner l'économie de la RDC. Nous avons vu pendant le confinement, ce sont ces femmes, grâce à ces femmes, que le temps ne s'est pas arrêté, grâce à ces femmes qu'on n'a pas eu de crise alimentaire, parce que ces femmes étaient en train de faire le champ, et c'est elles qui nous donnent, au fait, les premiers produits alimentaires que nous consommons, c'est elles qui inondent les marchés, et donc nous nous battons aussi pour que cette femme aussi puisse d'abord connaître ses droits, puisse travaillé dans de meilleures conditions, puisse pouvoir être financé, pouvoir être accompagné, pour pouvoir devenir autonome. Parce que le combat des femmes, c'est l'autonomisation et la promotion de la femme. Si la femme est autonome, ça veut dire qu'elle sait se prendre en charge. Elle a une activité génératrice de moyens financiers. Elle ne tombera pas dans certaines manipulations. Elle ne se laissera plus manipuler ou faire par certains bourreaux. Et donc, ce combat-là touche toutes les catégories des femmes et toutes les couches sociales. Ce n'est pas uniquement dans un domaine donné où les femmes sont en train de chercher des postes dans les bureaux. Non, c'est toutes les femmes dans leur globalité, dans leur ensemble. Alors, on évolue. Aujourd'hui, Jeune Afrique a titré, dans l'est de la RDC, à 30 km de Goma, les M23 gagnent du terrain. La question que j'aimerais vous poser, vous êtes juriste. Comment est-ce que vous voyez ces traités de l'EAC? Parce que récemment, les ministres de la Défense s'est plaint que les M23 avançaient, la force régionale ne faisait absolument rien. Là, c'était les ministres des Défenses qui se plaignaient. Alors, vous étant que juriste, avec toutes ces failles que l'on constate sur terrain, bon, toutes les failles même décriées par les ministres de la Défense, quel œil voyez-vous ces traités de l'EAC où la République démocratique du Congo a signé et a adhéré? Je pense que votre question devrait plutôt être orientée sur le volet de l'appui à nos forces armées parce que l'EAC est profitable à la RDC. L'adhésion à l'EAC est profitable à la RDC sur le plan économique et non sur le plan douanier parce qu'il y avait plusieurs capitaux que la RDC perdait parce que, comme le président a eu à le dire, il y a plusieurs commerçants, plusieurs hommes d'affaires, femmes d'affaires de la RDC qui préféraient aller importer, faire des affaires et même d'autres qui se sont déplacés pour aller rester dans des pays tels que la Tanzanie, ailleurs, et donc ça faisait perdre à la RDC. Ils sont toujours là, non? Mais maintenant qu'on a ouvert les frontières, qu'on est à la EAC, vous allez voir que ceux qui sont encore sur le territoire congolais, ça leur profite. Ça profite à leurs affaires. Et peut-être d'autres qui ont eu... des témoignages dans ce sens? Je n'ai pas de témoignages dans ce sens, mais... Je suis convaincue que s'il y a d'autres personnes qui préféraient faire des navettes de aller-retour, aller peut-être rester pendant un long moment, je ne sais pas, en Tanzanie ou dans un pays de l'EAC pour pouvoir fructifier ses affaires parce que la douane coûtait excessivement cher, si elle a la possibilité, cette femme, cet homme, de pouvoir ramener ses affaires, sa marchandise dans nos frontières pour pouvoir les vendre et tout ça, cette personne va préférer revenir faire ses affaires au Congo que plutôt que rester là-bas,
peut-être elle va payer un double loyer, elle va faire des doubles dépenses. Et donc ça, je pense que c'est logique qu'on puisse comprendre que l'adhésion à l'EAC est profitable pour nous sur le plan économique. Mais alors sur le plan de l'appui à nos forces armées, nous avons eu à suivre dans les jours passés le point de presse du ministre des Affaires étrangères qui a eu à dire que après la réunion qu'il y avait eu entre les chefs d'État, les chefs de forces armées des États membres de l'EAC, il s'était dégagé une feuille de route. Ils devaient commencer à se déployer et donc à rajouter leurs effectifs. C'est dans cette phase que nous sommes parce qu'il y a eu des effectifs qui ont été augmentés. Et le chef de l'État et même le ministre avaient dit qu'ils avaient d'abord laissé la place à la paix. Ils se sont dit, laissons un peu la place à la paix, accompagnons les M23 pour que les M23 puissent se retirer progressivement. Mais maintenant que nous avons vu que la dernière mise en demeure n'a pas été respectée, nous attendons... Oui, la dernière mise en œuvre de cesser le feu, bien au contraire, le jour de la dernière mise en œuvre, ils ont encore attaqué. Et donc nous attendons que cette force, qui est une force offensive, puisse exécuter et faire sa mission. Si elle ne fait pas sa mission, je pense que le ministre l'a dit sans langue de bois, on sera obligé de se passer d'eux, parce que n'oubliez pas, nous nous appuyons premièrement sur nos forces armées. L'EAC, la force régionale, était venue juste en appui à nos forces armées. On va continuer avec nos forces armées et nous savons qu'avec tout ce qui est en train d'être fait au niveau de l'armée, de la loi de programmation militaire, de tout ce qui est en train d'être fait pour doter notre armée des moyens matériels conséquents, et aussi avec l'enrôlement qui continue à se faire des jeunes dans l'armée, ça va augmenter notre effectif. Et avec la diplomatie, parce que la solution à cette guerre n'est pas seulement sur le plan militaire. La solution à cette guerre, moi, je dis que c'est avant tout sur le plan diplomatique. Parce que la RDC est attaquée par plusieurs pays. Il n'y a pas seulement le Rwanda. Le Rwanda, c'est celui qu'on voit parce qu'on voit ses militaires... en tenue de forces armées rwandaises sur le territoire congolais. On voit comment les M23 vont se ravitailler au Rwanda pour revenir. Et donc, on cible le Rwanda qui est au fait mis en avant. Mais derrière le Rwanda, même le président Macron l'a dit, il a parlé de plusieurs puissances extérieures. Il a dit également que nous puissions être intraitables et la diplomatie n'exclut pas en tout cas la défense. Hein, Oui, mais c'est ce qui se passe. Nos forces armées ne croisent pas les bras. Il y a des territoires qui sont récupérés, il y a des villages qui sont récupérés. C'est pas comme si nos forces armées étaient en train de croiser le bras et qu'ils étaient en train de nous berner. Non, nos forces armées sont en train de faire leur travail et le président ainsi que son gouvernement font aussi un travail sur l'axe diplomatique. Pendant longtemps, les opposants ont vilipendé les voyages du président, mais aujourd'hui, nous voyons les retombées du voyage du président. Vous savez, mais aujourd'hui, nous avons la levée de la mesure du régime de notification préalable qui va nous permettre de pouvoir nous doter. Là, c'est la diplomatie ou bien c'est une stratégie française? C'est la diplomatie. C'est la diplomatie. Ce n'est pas une stratégie française de pouvoir se laver. C'est la diplomatie qui a convaincu le Conseil de sécurité de pouvoir enlever cette mesure qui était injuste, qui desservait la RDC. Pendant longtemps, la RDC a toujours parlé, mais la voix de la RDC n'a jamais été portée et entendue, comme c'est le cas pour le moment. C'est une preuve de la diplomatie agissant du chef de l'État. Et donc, il y a des choses qui sont en train d'être faites sur le plan diplomatique et sur le plan militaire. Et nous pensons que ces deux axes, ces deux démarches, donc militaires et diplomatiques, grâce à ces deux démarches, nous arriverons à mettre hors d'état de nuire tous ces troupes terroristes qui sévissent à l'est de la RDC. Alors, comment réagissez-vous? Il y a quelques semaines, Martin Fayulu, concernant cette situation de l'EAC, a parlé de la haute trahison. Et récemment, ici, je pense il y a 2 jours, un jour, on semble également abonder dans les mêmes sens. Vous étant que juriste, quelle analyse avez-vous? Et quand déjà 2 parties parlent de la haute trahison de la part du président, comment réagissez-vous? Vous
Vous savez, les opposants sont forts dans la manipulation de la population. Ah, Et c'est la manipulation. c'est de la manipulation de la population parce que nous avons vu et nous continuons à voir que le président ne ménage aucun effort pour pacifier l'Est. Il a même dit lors de son discours sur l'état de la nation, il a dit qu'il a tout fait pour emmener nos voisins à pouvoir conjuguer avec nous au travers de partenariats win-win. Il a tout fait, le pauvre, pour essayer d'instaurer la paix par des moyens pacifiques. Mais quand une personne telle que Fayoulou fait ces genres de déclarations, aussi longtemps qu'il sait que cette guerre est une guerre qui est déséquilibrée parce que c'est la RDC contre plusieurs pays. Vous savez, à l'exemple de l'Ukraine et de la Russie, l'Ukraine résiste face à la Russie parce que l'Ukraine n'est pas seule. L'Ukraine est soutenue. L'Ukraine seule ne peut pas faire face à la Russie. C'est le cas de la RDC. La RDC est agressée par plusieurs pays et notre pays est infiltré jusqu'au plus haut niveau. Et c'est ce travail mais que fait le pouvoir quand vous plaignez toujours que le pays est infiltré? Mais vous avez le pouvoir, vous êtes des lieux sacrés, non? Oui, mais combien de personnes ont été identifiés comme des traîtres? C'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas ces traîtres qui sont ici depuis des années et qui sont aussi issus du brassage, du mixage. C'est un travail qui doit être fait pour savoir que M. Gramik, c'est un traître qui collabore avec nos agresseurs. C'est un exemple que je donne. Vous n'êtes pas dans l'armée, vous n'êtes pas vous êtes dans aucune institution. Et donc, c'est juste à titre d'exemple que j'ai pris votre nom. Et donc, c'est un travail, c'est pas comme si les choses doivent se faire sur un coup de baguette magique. Non. Ah, d'accord. Donc, c'est de la manipulation pour vous, c'est de la manipulation et c'est ce que je regrette même parce que dans d'autres pays tels que l'Ukraine, à l'Ukraine aussi il y a des opposants, hein, mais on n'entend pas des voix des opposants venir contredire ce que le président dit. Pendant de temps de guerre, lorsque vous êtes agressé, vous devez vous soutenir, être solidaire. C'est le président Félix Antoine Tshisekedi qui est président. Ouais. C'est lui qui est le président. Donc c'est sa politique qui est appliquée. Nous devons être derrière lui. On n'empêche pas aux gens de critiquer, on n'empêche pas aux gens de faire des propositions concrètes. Mais aller dire des choses pour décourager la population, pour démotiver notre armée, ça c'est jouer le rôle du Rwanda. Donc c'est jouer le rôle des agresseurs de notre pays. Et si vous dites que c'est de la manipulation, alors pourquoi on a interpellé François Bisselele? Et parce qu'il aurait dit pratiquement ce que les présidents dit souvent des partenariats win-win, ainsi de suite. C'est parce que les messieurs a parlé du Rwanda, on est allé voir même Kagame, ainsi de suite. Et pourquoi arrêter alors qui Bisselele si vous pensez que ce que Fayoulou et ensemble sont en train de dire, c'est de la manipulation? Vous êtes sûr qu'on l'a arrêté pour ce qu'il a dit? Moi, c'est ce qu'on nous dit, non? C'est ce qu'on vous dit. Oui. Malheureusement, nous n'allons pas... Vous êtes journaliste. Exactement. Je pense que ça serait mieux de pouvoir faire des investigations. Il y a des faux bruits, en tout cas. Moi, j'ai les quoi. Ça, ce sont des choses qui se disent parce que les gens ont eu à voir cette vidéo. Et ils ont dit, ah non, c'est parce qu'il y a... La vérité, mais il n'a fait que dire ce que le président a dit. Donc, on ne peut pas l'arrêter pour avoir dit la vérité. La vérité, c'est qu'il a eu à commettre certains actes qui touchaient à la sûreté de l'État. Quel acte, par exemple? Je pense que vous pouvez faire ce travail-là d'aller... Parce qu'il y a des charges qui sont retenues contre lui. Oui, exactement. Moi, j'ai vu ça. C'est quoi ces charges qui sont retenues contre lui? Un peu de trop. Il y a également... J'ai ça ici, mais je parle les gens. Est-ce que parmi ces charges, vous avez vu une charge qui se rapporte à ce qu'il aurait dit dans cette interview? Non. Ce sont des gens qui extrapolent. Les gens qui extrapolent, déjà dès lors qu'il avait eu à dire ça, les gens se disaient, ah, il a dénoncé, surtout les amis de l'opposition, qui se sont saisis, parce qu'au fait, les amis de l'opposition, lorsqu'il y a un acteur... Pourquoi vous parlez toujours de l'opposition? Non, mais parce que ce sont les amis de l'opposition qui critiquent à tort et à travers les actions du gouvernement, qui voient en la personne du chef de l'État... Vous venez de dire ici que M. Fayoulou a traité le président de traître. Et ensemble. Voilà, ils ont dit que comment dirais-je, il a fait une haute trahison, c'est ce qu'ils disent. Ouais. Mais c'est ça, au fait, eux, ils voient dans tous les faits et gestes du président, c'est au fait la manipulation de la population. Ils veulent séduire la population en induisant en erreur la population. Alors que ça se voit clairement que tout ce qu'il est en train de faire, les actions que le président est en train de faire sont pour l'avancement de la RDC et sont pour la pacification
de l'Est de la RDC. Donc, M. Bisselele n'a pas été appréhendé à part à cause de son intervention. Vous pensez que M. Bisselele, proche du président, pouvait faire une interview de cette envergure sans l'autorisation du président? Non, mais il faut qu'on se dise des choses vraies. Donc, il ne pouvait pas le faire sans l'autorisation. Il ne pouvait pas le faire sans l'accompagnement de la direction ou du service de communication de la présidence. Et non, il a été accompagné. Et donc, ce qu'il a dit, c'est ce que le président a dit. Les amis de l'opposition se sont juste saisis de win-win, ne comprenant pas que win-win, quand on fait win-win, gagnant-gagnant, ça ne veut pas dire 50-50. Ça veut dire que nous travaillons en collaboration, nous avons des accords économiques qui vous profitent et qui nous profitent pour aider aussi à avoir de bonnes relations de voisinage, parce que le président avait compris que ce que le Rwanda recherchait, c'était nos ressources naturelles. Et donc, pour l'empêcher de venir exploiter illégalement au travers de groupes armés et de groupes terroristes, le président lui a proposé des accords gagnant-gagnant. Mais le Rwanda avait en tête déjà un autre plan, il est dans une autre démarche, il a sa vision, c'est que le Rwanda veut, et c'est ce que nous comprenons avec tous ceux qui sont derrière lui, c'est pouvoir balkaniser la RDC, donc annexer l'ex de la RDC au Rwanda. Nous avons même suivi il y a quelque temps, je ne sais pas si je pense que c'était un professeur rwandais qui disait que l'Est de la RDC, que les limites du Rwanda s'étendaient au-delà du Nord Kivu et du Sud Kivu, pour vous dire que vous avez pris ce qui leur revenait et qu'ils veulent répondre ce qui leur revient de droit. Et donc vous comprenez directement qu'ils sont dans cette démarche-là de vouloir balkaniser la RDC. Et c'est heureusement qu'aujourd'hui la population a compris et que Lumumba a été le précurseur en sonnant la sonnette d'alarme pour prévenir et éveiller les consciences que le projet qui est le complot qui se profile à l'horizon, c'est le complot de la balkanisation de l'Est de la RDC, et le président s'insurge. Il ne permettra pas que nous puissions perdre l'Est, et donc la population aussi est derrière le président pour que nous puissions être derrière aussi nos FARDC, pour que nous ne puissions pas perdre ne serait-ce qu'un périmètre de nos terres et de notre territoire. Alors, Magali Dossi, vous étiez là, vous aviez participé à cette conférence pour essayer un peu de parler sur les bilans du président de la République. Actuellement, les gens souffrent. On pourrait finir par ça. Il y a l'inflation, il y a tout ce qui se passe, en tout cas, les taux d'échange actuellement, la dévaluation, la dépréciation, les taux d'échange, c'est vers 2,5 actuellement. Vous qui aviez parlé récemment du bilan du président, qu'est-ce que vous pourriez dire à la population qui vous suit, qui vit tous ces désastres, c'est-à-dire il y a l'inflation, la vie est devenue vraiment très asphyxiée ici en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Nous sommes, c'est vrai, à l'approche des élections, mais qu'est-ce que vous pourriez dire à cette population qui observe tous ces mal, soit tous ces maux? Je vais d'abord commencer à rappeler à cette population que les inflations que nous subissons n'est pas seulement propre à la RDC. Partout dans le monde, dans plusieurs pays, nous avons même eu à voir des vidéos qui circulaient de nos frères, de nos sœurs qui vivent particulièrement en Europe, aux États-Unis, qui étaient en train de se plaindre sur la montée des prix des denrées alimentaires, la montée des prix du carburant. Ce n'est pas quelque chose qui se passe uniquement en RDC, ce n'est pas à cause de la gestion du président, mais c'est à cause des chocs que vive le monde, et notamment aussi à cause de cette guerre qui se passe en Russie et en Ukraine, qui a un impact sur l'économie mondiale. Et si nous regardons ce que le chef de l'État a eu à faire, le chef de l'État a eu à trouver ce pays, comme vous le savez, avec une faible desserte en eau, une faible desserte en électricité, avec des écoles pas beaucoup d'écoles, mais à son arrivée, le président avait commencé à travailler. Il a mis en place la gratuité, qui est une obligation constitutionnelle. Aujourd'hui, grâce à la gratuité, les parents sont soulagés. Ceux qui n'avaient pas les moyens de scolariser leurs enfants peuvent scolariser leurs enfants. Ceux qui avaient les moyens, des petits moyens pour scolariser leurs enfants, épargnent aujourd'hui. C'est l'argent qui était censé scolariser les enfants. Ils peuvent affecter cet argent à autre chose. Nous avons vu l'augmentation de la rémunération des militaires, des policiers, des agents. Avec ces pouvoirs d'achat qui causent un peu de problème, même vous savez, nous devons saluer les efforts qui sont consentis, même si ces efforts ne sont pas suffisants.
c'est que nous voulons, nous tous, je pense, en commençant par les présidents et par tous les Congolais qui aiment les Congolais et qui aiment le Congo, c'est que les conditions de vie s'améliorent. Personne ne veut que les conditions de vie se dégradent. Et ce sont des efforts qui sont consentis. La guerre nous prend énormément d'argent. Et donc, cet argent que nous prend la guerre aurait pu être affecté dans d'autres projets pour pouvoir aussi diversifier notre économie. Nous voyons aujourd'hui l'entreprise de Transacademia qui va aider les parents aussi qui payaient le transport de leurs enfants, de voir leurs enfants aller à l'école en payant juste un petit quelque chose. Nous voyons aujourd'hui la couverture santé universelle qui a commencé il y a 9 zones de santé qui appliquent déjà. On a à Kimbatse, on a dans certaines la communes. population vous suit, hein? Oui, bien sûr, cette population, j'étais passée dernièrement dans une émission, il y avait même un auditeur qui avait appelé. Je n'ai pas le nom de ces hôpitaux, je vais me renseigner pour vous donner le nom dans les jours à venir. Oui, parce qu'il y avait un auditeur qui avait appelé, qui a donné le quartier, qui a donné... Mais j'ai eu à voir, je pense que si j'ai bonne mémoire, je ne me souviens plus, je pense que c'était la Victoire, où j'ai eu à voir là où on avait écrit clairement que les consultations prénatales ainsi que l'accouchement étaient gratuites. Et donc, là, ce n'est pas une œuvre, initiative privée. Je ne pense pas que c'est une initiative privée. Je pense que il y a des centres qui ont déjà, comme je dis, qui ont déjà commencé à appliquer la gratuité de l'accouchement. Nous avons aujourd'hui la loi de la programmation militaire qui va aider notre armée à pouvoir se doter utilement. Nous avons des constructions, des postes d'électrification. Nous avons des constructions de postes de traitement d'eau, des usines de traitement d'eau qui augmentent la desserte en eau, qui augmentent la desserte en électricité. Nous avons des constructions des hôpitaux. Nous avons vu ce qui se passe à Mamaemo. Il y a eu réhabilitation des pavillons et une construction qui se fait. Aujourd'hui, il y a eu aussi la réhabilitation d'une partie de la Kinshasa. Il y a eu des hôpitaux qui sont construits, pas seulement à Kinshasa, même à travers des provinces. Il y a des actions qui sont faites, il y a des hôpitaux, il y a des écoles qui ont été construites, qui augmentent aussi le nombre d'effectifs, hein, parce que d'aucuns sont en train de condamner le fait que la gratuité fait que dans les classes, il y a un surnombre. Exactement, il n'y a pas d'infrastructure. C'est ce qu'on dit. C'est pas qu'il n'y a pas d'infrastructure, les infrastructures sont construites et continuent d'être construites pour pouvoir avoir plus d'infrastructures. À ce jour, il y a plus de 900 écoles qui ont été construites. Il faut saluer ces efforts qui ont été faits en 4 ans. Alors que... Oui. Et quand vous dites tout ça, je vous rappelle, il y a de cela 5 ans, 6 ans, les communicateurs du PPRD, MP à l'époque, tenaient les mêmes discours. Mais sur terrain, les peuples voyaient autre chose. Ils nous disaient que non, il y a construction de plus de 100 000 écoles, sous Matata, ainsi de suite, des hôpitaux. Mais la population constatait autre chose. C'est pratiquement, je vois comme si l'histoire, si ça ne se répète pas, mais c'est rime, du moins. Mais on ne peut pas comparer l'incomparable. La population vit les retombées de la gestion du président. Mais est-ce que la gratuité n'est pas effective? La population va venir dire que la gratuité est une fiction. La gratuité est une réalité. Est-ce qu'à Pigeon, moi je suis de Pigeon, j'ai grandi à Pigeon, les gens avaient du mal à avoir l'eau. Dans certains quartiers, ils avaient du mal à avoir l'eau. Ils ont l'eau. C'est une fiction. L'eau jaillit, c'est une fiction. Il y a des choses concrètes. Nous n'allons pas comparer ceux qui disaient, qui vendaient du vent avec des actions qui sont concrètes, qui sont ressenties par la population. Il n'y a pas toujours d'eau. Hein. Mais c'est un processus. Monsieur Gramic, on ne vient pas avec une baguette magique. La RDC avait des problèmes. Après 4 ans, la RDC est un grand pays qui avait beaucoup de problèmes. Pour que, vous savez, quand vous êtes en train de construire, vous commencez d'abord par la fondation. Les gens peuvent dire, ah, depuis qu'il a commencé à construire, on ne voit rien. On dirait qu'il ne construit pas. Mais il faut commencer par la fondation pour ensuite monter. C'est ce que le président a commencé à faire. Si nous avions trouvé des bonnes fondations, de bonnes structures laissées par le régime précédent, le président aurait fait encore plus. Mais malheureusement, tout était à refaire. Est-ce que vous saviez que dans la fonction publique, il y avait plusieurs fictifs? Heureusement qu'avec la politique du président et avec la politique mise en place par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, on a pu identifier les fonctionnaires, on a même pu prendre en charge les nouvelles unités.
il y a des choses qui sont en train d'être faites. La relance de l'IGF. C'est vrai, aujourd'hui, comment on peut dire qu'il y a eu tentative, ou il y a une tentative de détournement, ou il y a eu détournement? C'est grâce à ce que l'IGF est en train de faire. Aujourd'hui, nous avons compris que les dirigeants qui ont dirigé avant le président congolais ont arnaqué tout un peuple, tout un pays à travers le contrat sino-congolais. Sûrement qu'il y a plusieurs contrats dans ce sens. C'est grâce à qui? C'est parce que l'IGF, en faisant son travail, est allé déterrer des cadavres qui étaient dans les placards. Nous avons compris qu'on a bradé, on a hypothéqué nos ressources, nos minerais. Et donc, vous ne pouvez pas comparer l'incomparable en disant que la population ne sent pas. Non, la population sent, mais la population veut plus. Et c'est à raison. Nous avons besoin que les choses aillent mieux. Mais c'est un processus. Ce n'est pas du jour au lendemain. En 4 ans, en un seul mandat, il y a des choses qui ont été faites. Aujourd'hui, si par impossible, demain, après les élections, c'est une autre personne qui viendra, qui prendra les rênes du pouvoir. Cette personne trouvera des bonnes bases sur lesquelles il pourra construire et faire encore mieux. Mais nous n'avons pas eu cette chance. Mais dans notre deuxième mandat, nous allons continuer à faire des choses pour améliorer les sociales du Congolais. Merci beaucoup. On finit. Ça, c'est la dernière question. Le processus électoral très vite alors. Avec la dernière sortie médiatique des Kadima, c'est vrai que les gens pensaient déjà à ça, que ce sera techniquement très difficile avec différents avis des experts au niveau national et international. Mais avec la dernière sortie médiatique des Kadima qui dit qu'il y a un problème de financement, depuis octobre, le gouvernement ne finance plus. Aussi longtemps, vous nous dites, vous les communicateurs de l'Union sacrée, qu'il y a embellie, il y a dépassement des assignations, il y a en tout cas hausse du budget, des prévisions budgétaires, ainsi de suite. Et comment d'abord expliquer ce qui se passe entre la CENI et le ministère des Finances? Et après, est-ce qu'il y aurait processus électoral, les élections dans les délais? Je pense que ce n'est pas à moi ou à nous de dire que les élections ne se tiendront pas dans les délais. C'est à M. Kadima. La CENI se plaint. Elle a eu à se plaindre aussi dans les jours passés. Il y a eu, si vous vous rappelez, il y a eu aussi le même problème qui a été résolu. Et donc, nous ne pouvons pas dire que parce qu'il y a un problème, il y a un retard. C'est un retard. Il y a un retard dans le financement à cause de différents paramètres que le ministre de Finances maîtrise. Parce que vous savez, il y a plusieurs priorités. Hein. Cette guerre aussi qui nous a imposé, il y a plusieurs choses qui n'avaient pas été prises en compte. Ce n'est pas que c'est ça les discours. Vous savez, jusque-là, on n'a pas dit que les élections n'auront pas lieu. Attends. Mais quand vous jusque-là, la guerre... Mais la guerre n'est pas une réalité. Si un étranger, le président Macron le dit, vous ne pensez pas que c'est une réalité, ce n'est pas une utopie. Mais la guerre, parce que vous nous demandez, au pouvoir en place de pouvoir s'appuyer sur son armée prioritairement. Et c'est à raison que vous le dites. On s'appuie sur son armée avec des moyens logistiques également. C'est une mission régalienne de l'État de faire un budget pour la protection de la défense du pays. Bien sûr, mais vous savez, la guerre, lorsqu'on commence... Donc c'est pas spécial en tout cas. Vous dites que ce n'est pas spécial. La défense du territoire. C'est spécial parce qu'une guerre prend toujours des proportions qu'on ne maîtrise pas. Je ne dis pas que la raison pour laquelle il y a ce retard est due au fait de la guerre. Je dis que ça peut être une des raisons qui justifie le retard. La CENI n'est pas la seule institution. Depuis octobre. La CENI n'est pas la seule institution. 6 mois. La CENI n'est pas la seule institution qui subit des retards. Il y a aussi d'autres institutions qui subissent des retards. Nous avons eu à voir les députés provinciaux qui sont aussi allés se plaindre. Parce que nous avons plusieurs problèmes et nous les traitons par ordre de priorité. Vous pensez que l'enrôlement est prioritaire à la situation sécuritaire, par exemple? L'enrôlement est prioritaire à l'assistance que nous devons porter à nos déplacés? Non. Je pense que le ministre de Finances est mieux placé pour expliquer le pourquoi de tous ces retards, mais je crois que malgré ces retards, ça ne va pas hypothéquer le processus électoral. La seule chose qui peut hypothéquer le processus électoral, c'est cette guerre injuste qui nous est infligée. Merci beaucoup, c'en est fini, mais c'est vrai, il y a cette petite polémique entre Corneille Nangaa et son frère, Bassiane Nangaa, le gouverneur Otuele, et qui dit à son frère, c'est vrai qu'il est son frère, ces histoires ne l'engagent pas, mais il dit ceci:
Alors, qu'est-ce que vous pensez, on finit par là, une petite polémique entre Nanga et son frère, Bassiane Nanga, les gouverneurs Otwele, qui pensent que les histoires que son frère fait, ça l'engage, mais c'est que sûr, pour être président dans ces pays, pour son frère, il doit attendre jusqu'à 2063, c'est ce qu'il a dit. Vous pensez que, en fait, ça insinue quoi? Parce qu'il y aurait également une enquête qui est déjà initiée dans sa province. C'est parce qu'il a peur d'essayer un peu d'être inquiété par les pouvoirs en place. Ou bien, en fait, c'est quoi? Pourquoi dire ça de son frère qu'il faut attendre à 2063? Pourquoi ne pas dire à 2028? Il faut dire. Ce n'est pas une sorte d'humilier son frère pour essayer de s'attirer la sympathie du pouvoir en place. Moi, ce que je note, c'est que Corneille Nanga n'arrive même pas à convaincre le propre membre de sa famille. Oh, Parce que lorsqu'on n'arrive pas à convaincre sa propre famille qui nous connaît mieux que les autres, on aura du mal à convaincre les autres qui ne nous connaissent pas. Parce que moi, ce qui m'étonne et sur ce qui me surprend, c'est que les gens, pour devenir, quand ils veulent être candidats à la présidence, ils se mettent à dire des faussetés, à dire des choses qu'ils auront du mal à prouver, à dire des choses qui vont faire en sorte qu'ils puissent même être inquiétés par la justice. Demain, si Corneille Nanga est inquiété par la justice, vous direz que c'est de l'acharnement parce qu'il est candidat. Mais lorsque vous parlez des choses, il a parlé d'un deal politique et qui est interprété, qui a fait couler beaucoup d'encre parce que les gens interprètent cela comme ils le veulent. Et donc aujourd'hui, il doit aller répondre si il dit que lui, il a été au contrôle d'une tricherie, au contrôle d'une manigance. Ça veut dire qu'il est auteur même d'une infraction, d'une duperie. Et donc, la justice devra voir ce qu'il est en train de dire. Est-ce que c'est fondé? Est-ce que c'est un faux bruit? Parce que c'est une infraction aussi. Est-ce que c'est un faux bruit? Est-ce qu'effectivement, ce qu'il dit, il a des preuves? Et donc, moi, je ne peux que mais c'est tout me le monde dire qui que décrit, non? c'est Les présidents français l'ont dit ici que non, ils ferment la parenthèse un parce compromis qu'il à y a un compromis à l'africaine. l'africaine, les gens-Yves Le Drian, Mais ainsi de suite. moi je comprends ce compromis à l'africaine parce qu'il y a eu des problèmes après, lorsque le président a été publié comme président. Il y a eu une partie de l'opposition qui n'était pas d'accord, de ce résultat. Et donc le compromis à l'africaine, c'était quoi? On a vu aussi, parce qu'ils ont dit qu'ils ont été partie prenante, ils ont accompagné les opposants à pouvoir un peu désamorcer, à continuer leurs revendications. L'homme de la vérité des urnes a continué ses revendications, mais ça n'avait plus le même ampleur Il qu'au vous a départ. pardonné, hein? Il a pardonné des gens qui ne souscrivent même pas à sa démarche, des gens qui ne savent même pas à quoi il fait allusion. Donc, sûrement qu'il s'est pardonné lui-même. Il a vu qu'il s'est fait perdre du temps et qu'il a fait perdre à certains Congolais qui ont cru en lui, qui ont cru à sa démarche et donc à ses revendications du temps. Donc, c'est à lui de demander pardon à la population, à cette petite frange de la population qu'il a induit en erreur. Et donc, j'insiste pour dire que si Corneille Nanga n'arrive pas à convaincre les membres de sa famille, peu importe ce qui se passe dans leur famille, ça c'est une affaire de famille, on ne va pas se mêler de leur famille, mais je pense que quand ton propre frère arrive à tenir de tels propos à ton endroit, c'est qu'il y a un problème, c'est que tu n'es pas une personne crédible. Et donc, ils n'ont qu'à régler ça en famille, mais nous notons que c'est une personne qui n'est pas digne de confiance. Alors, on finit. Je vous lis cette expression, ou soit ces propos expressis verbis du frère de Corneille Nanga. Mon frère Corneille Nanga a le droit de postuler où il veut. Mais lui, c'est lui, moi, c'est moi. Nous sommes en 2023. C'est en 2063 que nous pourrions lui donner ce qu'il veut. Pour l'instant, c'est Fachi. Christophe Nanga, gouverneur Otwele. Alors, on finit. Quels sont les programmes de chez vous, les partis politiques DCU? Le programme de la DCU, c'est que la DCU est en train de se préparer. On s'est déjà mis en ordre de bataille pour les élections. Parce que, comme vous savez, lors des échéances électorales passées, la DCU n'a pas participé parce que nous avions une autre vision. Notre vision, c'était de pouvoir implanter dans toute la RDC et de porter la candidature du président Félix-Antoine Tshisekedi. Nous avons pu réussir à porter sa candidature. Nous sommes aussi parmi ceux qui ont porté sa candidature. Et maintenant que nous avons implanté à travers la RDC, nous nous préparons maintenant pour
participer aux élections à tous les niveaux, excepté au niveau présidentiel. Et donc, c'est cette... Votre président n'a pas des ambitions présidentielles? En tout cas, pas pour le moment. Pour le moment, nous avons décidé d'accompagner le président Fachi pour 2 mandats. Parce Pourquoi? que déjà au départ... Donc, parce qu'il se sentirait incapable à l'instant? Ce n'est pas parce qu'il se sentirait incapable, mais parce qu'il voit que Fachi il partage la même vision des choses. Vous savez, il ne faut pas... C'est pas tout le monde qui est appelé à être président. Et même chacun a son moment. Même la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a le temps de Dieu et le temps des hommes. Ce temps-ci, nous comprenons que c'est le temps du président Félix. C'est Dieu qui a permis qu'il soit là et c'est Dieu qui permettra, si ça rentre dans sa volonté, qu'il puisse avoir un 2e mandat ou pas. Et donc le président Vidier n'a pas encore exprimé une ambition présidentielle. Et donc le jour qu'il voudra l'exprimer, on sera au courant, mais pour l'heure, il continue d'accompagner le président Félix Tshisekedi, en lequel il croit. Il croit toujours au président Tshisekedi, il croit en ses actions et il accompagne en tant que compatriote congolais. Merci beaucoup, Maître Magali Doussi. Ça en est fini pour aujourd'hui. En tout cas, j'ai dit à toutes les femmes qui suivent cette émission et qui vont suivre, vous pourriez être également très belle et intelligente comme Maître Magali Doussi. Donc ne vous fiez pas seulement à votre beauté là, ainsi de suite. Vous pourriez être également très intelligente et très belle. Rediffusion de cette émission à 22h juste, et puis relais YouTube Peter Tieni RDC. Je suis Camille Clégon. On a parlé de tout sauf rien. Merci à Belgodor, merci à Hervé, merci également à Réveil, merci à vous tous, Sam Tiani. Que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. On se retrouve demain. Au revoir. Je pense avec Yves Bouya demain.